Ali Farka Touré. Bonjour, chers amis. Bonsoir si vous prenez l'émission. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, mais bon, c'est pas grave, ça fait un peu naturel. Bon, vas-y, recommence. Bonjour chers amis, peut-être chers ennemis, mais bon, je suppose que si vous êtes dans cette disposition d'esprit, vous ne regardez pas l'émission ou vous vous dites « Ah, c'est Esmeralda, je zappe ». On m'a déjà dit que parfois, quand on voit Esmeralda à l'écran, on éteint sa télé. Bon, j'espère que ceux qui nous écoutent, nous voient, n'auront pas envie d'éteindre leur télé. En tout cas, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année grégorienne, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Celle-là est de 2025. Et vous savez que les Africains sont dans leur année 2621, il me semble. 6221. 6221. 6261, donc vous voyez, le plus vieux peuple du monde. Et les Indiens qui pensent qu'ils sont la plus vieille culture, ils sont à l'année 5000 et quelques. Donc on est bien pour l'Afrique dans l'année 6261. Voilà, ça c'est pour vous dire qu'il faut vous habituer à bien caractériser, aussi dans vos vœux, faire savoir qu'il y a une autre réalité. L'année grégorienne, c'est l'année de l'ère chrétienne. Voilà, des gens qui sont dans la chrétienté et puis dans l'occidentalisation. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Donc, je souhaite que nous développions beaucoup de rigueur intellectuelle, parce qu'il y a un problème que cette année, que je combats déjà depuis quelques années, c'est le fait que beaucoup de gens se décrètent sociologues. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas mathématicien, vous n'allez pas vous vendre comme mathématicien. Mais quand vous n'êtes pas sociologue, il ne faut pas vous vendre comme sociologue, parce que le sociologue, c'est un scientifique qui a une science, donc un cursus, des paradigmes, des écoles de pensée, des concepts, et qui servent justement à analyser les problèmes de société. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont besoin de s'envelopper d'un titre pour exister dans l'espace public, ils se décrètent sociologues parce qu'ils pensent que sociologue, c'est parler, et parler dans tous les sens et faire à croire qu'ils maîtrisent des formes de connaissances. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que la sociologie est galvaudée et elle devient une forme de journalisme du commun. C'est-à-dire, on papote, on babille, on raconte ses impressions, ses sentiments, et on oublie justement de restituer cette science-là à son cadre théorique. Et il faut donc que les personnes qui invitent au nom de la science sociologique des personnes à parler de la réalité de la Martinique fassent bien attention à qui ils mettent en face du public pour ne pas justement continuer cette escroquerie. Et je la nomme escroquerie intellectuelle, et pour que le public comprenne bien la différence entre un sociologue et un journaliste, ou entre quelqu'un qui a du bon sens et quelqu'un qui a étudié pendant tout son cursus la science sociologique. On a beau dire que c'est une science molle, que c'est une science chaude, peu importe le cadre dans lequel ou les termes par lesquels on la définit, mais c'est une science. Autrement dit, quand les gens viennent à vous en tant que sociologue, demandez-leur leur diplôme. C'est très important.
La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour les gens qui me disent que je parle trop, j'ai conçu cette émission pour parler de sociologie, justement parce que les analyses, les parlottes dans lesquelles nous sommes un petit peu empêtrés font que tout le monde parle beaucoup, personne ne s'écoute vraiment et on n'a pas le sentiment que notre façon de parler construit la réalité. Au contraire, il s'agit de se mettre en avant, etc. Moi, j'ai choisi de faire cette émission pour discuter avec vous et avec mes invités, qui ne sont pas des victimes, puisque je leur ai déjà demandé de se manifester, de me couper la parole. Je suis dans un débat très libre et je ne suis pas dans une émission où on me demande d'être passeuse de parole ou de faire fonction de journaliste. Justement, c'est ce que je reproche à ceux qui me disent qu'ils sont sociologues. Je ne suis pas journaliste. Je suis sociologue et je fais cette émission, d'ailleurs bénévolement, pour mettre à disposition mes savoirs, à disposition de mon peuple, mes savoirs, mais ça me donne le droit. Je l'ai conçu de cette façon-là. Ça me donne le droit de discuter avec vous et d'interrompre mes invités et de sortir des paroles, voilà, des paroles. Quand je laisse parler les gens, ils ont à dire ce qu'ils ont à dire, mais quand j'interromps, c'est parce que je vais aussi placer une analyse sociologique. Donc, permettez-moi de vous dire que ça n'est pas la peine de venir me reprocher ça. Je vous ai déjà dit en long, en large, en travers que je le ferai, je continuerai à le faire. Et puis, je parle trop vite, eh bien, vous allez sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, et vous cliquez sur la dernière émission, et vous me réécoutez, ou sur l'émission dans laquelle vous pensez que je parle trop vite, vous cliquez dessus, et vous la réécoutez. Et vous arrêtez de vous comporter en consommateur et en personne qui ont besoin qu'on leur mâche le travail, les thèmes, la pensée, les sacrifices qu'on fait, y compris les invités qui viennent vous entretenir de leur science, etc. Puisque vous me dites vous-même que mes invités vous apportent beaucoup. Et justement, je l'ai choisi pour cette raison-là. Donc, allons être un petit peu moins consommateurs, moins consommateurs. Allons se prendre davantage en charge cette nouvelle année et allons surtout comprendre que moi, après près de 20 ans d'émission, j'ai à peine 5000 abonnés. Ça veut dire que vous prenez et que vous ne donnez rien. Il suffit juste que vous cliquiez sur la petite icône s'abonner pour me donner aussi un petit coup de main, anti-pal comme on dit chez nous. Donc arrêtez de prendre sans donner, puisque j'ai fait des émissions dans lesquelles je vous ai expliqué que notre civilisation, ses fondements, ses bases sont l'entraide. D'accord ? L'entraide et le partage, etc., etc. Donc, allons s'entraider, se donner un coup de main. Arrêtez de croire qu'on vous doit. Non, on ne vous doit rien. Moi, je ne vous dois rien. Je vous donne. Donc, en échange, je vous demande de prendre, de donner, de cliquer sur s'abonner quand vous allez sur ma chaîne YouTube, parce que toutes les émissions contiennent du savoir sociologique, anthropologique, parfois beaucoup de réflexions politiques qui élargissent nos champs d'interprétation de la réalité. C'est pas du babillage, on essaye d'être là dans justement la diffusion de vrais savoirs. Voilà. Et donc, sur ma chaîne, vous verrez aussi les livres que je publie et qui sont aussi des travaux que je fais à ma propre charge. Qui me prennent beaucoup, qui me bouffent mon temps, mon énergie et le peu d'argent que j'ai, parce que je sais qu'il faut que nous écrivions pour que vous lisiez et pour que vous construisiez une pensée rationnelle, structurée, et quand il s'agit d'interpréter notre réalité. Parce que vous savez bien que dans votre fameuse université et dans vos fameuses écoles qui sont la chasse gardée de la France, dont le projet c'est de nous assimiler, de nous faire fusionner avec sa philosophie, sa manière de voir la vie, alors qu'elle ne nous autorise en aucun cas à être comme elle ou à nous donner les mêmes privilèges qu'elle. Donc faites bien attention, essayez de votre côté en parallèle de construire, d'apprendre une réalité qui vous informe assez suffisamment sur qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes là.
Est-ce que vous êtes définitivement les esclaves d'un système qui ne vous aime pas et qui n'a aucun souci de votre, ce qu'on va appeler épanouissement intellectuel et autres. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, si vous n'avez pas fermé vos télés, et d'essayer de voir. Donc, ce que nous vous proposons pour cette première émission, j'ai 3 invités formidables qui travaillent beaucoup sur le plateau et qui vont vous entretenir donc de leurs travaux et puis de réflexions plus larges. Donc, je reçois Claire Popo. Bonjour Popo. Bonjour Juliette, très heureux d'être avec toi pour cette toute première de l'année grégorienne. Et bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Donc vous avez déjà vu Popo, il a écrit, il a partagé aussi beaucoup de ses savoirs. Et aujourd'hui encore, il va vous faire des propositions des projets, mais aussi sa librairie, sa boutique de Saint-Joseph. Je vous ai déjà diffusé une petite vidéo à plusieurs reprises sur cette petite bibliothèque, cette petite boutique. J'ai aussi Jaï Muntouka. Bonjour Jaï. Bonjour Juliette. Bonjour aux invités et bonjour aux téléspectateurs. Donc, c'est avec plaisir que je suis là pour discuter aujourd'hui. Oui, Jaï n'est pas non plus là pour la première fois. On avait commencé à parler de l'un de ses ouvrages et j'avais dit, ça fait déjà un bout de temps, qui s'appelle Francotomie et que j'avais dit qu'on le ferait revenir. Mais aujourd'hui, entre-temps, il a fait beaucoup de bébés. Hein. Il y en a 3 autres et ils sont très costauds, donc... on va vous inciter à les lire, hein? Pas consommer, lire, lisez, c'est très dense et très documenté. C'est pas de la parlotte, comme les gens qui transforment la sociologie en un journalisme du commun, d'accord? Et puis on a, alors Wazi. Je suis d'origine Bushinengue. Bushinengue, oui. Donc de Guyane. De la Guyane, voilà. Peut-être guyanaise. Puisqu'on va parler, on va parler de martinicanité aussi avec Jaï. Donc, d'origine Bushinengue. Donc voilà, on a de la matière puisque Wazi va nous présenter un peu son univers, l'univers de son peuple, dont beaucoup de gens parlent, peut-être un peu à tort et à travers, mais elle a une vraie réflexion sur la destinée, la trajectoire et la destinée de son peuple. Il faut voir ce que la France continue à faire d'eux, hein, parce que l'entreprise d'aliénation, elle est forcenée. Hein, on introduit dans les trous les plus improbables des Français qui vont civiliser, qui vont éduquer, enseigner. Et puis, puisque ces efforts-là, du côté de la France, sont payants, et on a beaucoup de ces jeunes-là aussi qui partent, on va dire un petit peu, qui partent dessus tête, qui sont déracinés, déstructurés. Voilà, donc on vous parlera de tout ça. Donc on va commencer avec Popo. Popo, est-ce que donc on va se dire vous pour les téléspectateurs. Bon, si ça vous dérange pas, vous allez me le signaler, hein, parce que je connais Popo et on se tutoie. Mais bon, Popo. Alors, présentez-vous, présente-toi. Je sais pas comment on va dire, comment c'est ça. Un petit peu aux téléspectateurs par rapport à ton activité, ton travail d'écriture, et puis avec la boutique qui n'est pas si vieille que ça. Oui, alors Weri Boutique, c'est la dénomination que nous avons donnée à la boutique associative de Lakou Sankofa. Je suis président de l'association Lakou Sankofa qui existe depuis 2018. Et nous avons commencé par un premier projet qui est la boutique associative que nous avons dénommée depuis peu Weri Boutique. D'ailleurs, j'ai ramené quelques images pour montrer qu'il y a eu des travaux qui ont été faits à l'occasion de l'intermède Covid. Et donc, la boutique a été agrandie et on lui a donné un nom propre à ce projet. Elle s'appelle Weri Boutique. J'espère que Jordan voudra bien mettre la première vidéo que je lui ai indiquée pour présenter un peu comment la boutique est désormais. On peut voir, Jordan, la petite vidéo? Donc, Weri Boutique,
est le premier projet de l'ACU Sankofa. Nous en avons beaucoup d'autres et à l'occasion, on évoquera les différents projets. On a Wari Boutique est en ligne. Il y a une boutique, une e-boutique qui s'appelle Wari Boutique. Nous avons 2 chantiers d'insertion. Un chantier à Rivière-Pilote et un chantier à Fort-de-France depuis peu. Et sur les 2 chantiers, nous embauchons, nous avons au total 23 salariés en insertion dans ce qu'on appelle globalement la green economy, donc l'économie qui consiste à valoriser la biodiversité martiniquaise, les biosources. Donc, les 2 chantiers portent sur ces activités-là parce que nous sommes convaincus que c'est... Mais ça, c'est à côté de la Wari Boutique. Oui, c'est un autre projet. Enfin, 2 autres projets en outre de Wari Boutique et voilà, Wari Boutique physique et Wari Boutique en ligne. Nous avons 2 autres projets, donc les 2 chantiers d'insertion. Pourquoi on les a orientés vers la green economy? Parce que nous sommes convaincus que la green economy est probablement le plus important gisement d'emploi en Martinique. Ah oui, bien sûr. Et en particulier d'emplois non délocalisables. Quand vous produisez avec le bambou qui pousse en Martinique, vous ne pouvez trouver le bambou martiniquais qu'en Martinique. Donc ce sont des emplois pour beaucoup de ces emplois, par définition, ils sont non délocalisables. Donc orienter la création d'activités vers des activités génératrices d'emplois non délocalisables nous paraît stratégiquement une voie à explorer, et c'est vraiment, on est un peu étonné que ce ne soit pas suffisamment exploré dans le pays. Donc voilà, pour les chantiers d'insertion de l'ACU Sankofa, nous avons par ailleurs créé une plateforme de mutualisation qu'on appelle Kant et Kant. Voilà, on a différents projets à l'ACU Sankofa. Je suis président de l'ACU Sankofa et je vais me présenter comme tel aujourd'hui. Je suis par ailleurs conférencier spécialiste du panafricanisme depuis une grosse vingtaine d'années. Et historiographe. Oui, et j'ai aussi auteur, on va dire. J'ai écrit quelques ouvrages, notamment sur l'histoire, l'économie, la spiritualité ancestrale. Je ne m'occupe que de ce qui me regarde, c'est-à-dire de nos propres affaires. Aussi sur la monnaie. De nos affaires en tant qu'Africains partout dans le monde. Oui, sur la monnaie, sur le panafricanisme en général et les différentes thématiques abordées dans le cadre de la littérature panafricaniste. Je signale, j'aime bien le rappeler, que cette littérature est plus ancienne que la littérature socialiste, par exemple, puisque les premiers auteurs panafricanistes que j'identifie, 17e. Ignatius Sancho, c'est le 18e siècle, et on a d'autres auteurs au 17e qui ne sont pas connus, et il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de manuscrits d'Africains. Qu'on découvre actuellement. Il y en a environ 600 aux États-Unis qui n'ont pas été publiés. C'est-à-dire des Africains réduits en captivité qui ont écrit sur leur réalité, notamment au moment d'être capturés et ce qu'ils ont vécu. Et il y en a comme ça 600 témoignages environ, plusieurs centaines de témoignages qui n'ont pas été publiés et dont certains remontent effectivement au XVIIe siècle. Donc c'est une littérature très très ancienne, c'est plus ancienne que par exemple le manifeste du Parti communiste ou bien le Capital de Karl Marx, etc. Mais c'est la littérature qui est quasi inexistante dans nos curricula. Vous pouvez aller dans n'importe quelle université dans l'espace panafricain, que ce soit à Haïti, à Martinique ou à Cotonou, vous ne trouverez pas cette littérature qui est quand même particulièrement dense et tellement riche, et en plus elle est en plusieurs langues, puisque la littérature panafricaine d'expression africaine-américaine n'est pas la même que celle du Brésil, qui n'est pas la même que celle de l'Afrique d'expression française, qui elle-même est différente de celle de l'Afrique d'expression, etc. Voilà, bref, Non, mais l'écriture est une invention africaine, non? Évidemment. Voilà. Évidemment. Et ces titres-là, les gens pourraient les consulter quelque part? Voilà, justement, l'ACU Sankofa, dans la boutique, à Wari Boutique, nous avons un corner de librairie qui est l'un des plus pourvus en Martinique en exemplaires de livres relatifs à la littérature panafricaniste. On a évidemment
les références comme Juliette Smeralda, pour ne pas la citer. Non, les classiques. Chez Anta Diop, Théophile Obenga, Nyusire Kalala Omotunde, Dumbi Fakoli, etc., etc. Amamazama, Marimba Ani, Oruno Lara, bon, je pourrais en citer jusqu'à demain. Oui, il y en a. C'est une littérature richissime. Et puis riche et dense, c'est tellement extraordinaire. Et qui vraiment nous apporte les outils dont nous avons besoin pour vraiment régler sérieusement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Oui, mais c'est là qu'on mesure tout l'effort que l'Europe a fait pour cacher la puissance intellectuelle de l'Afrique. Et quand on a, même sans avoir de parti pris spécial, on est stupéfait de voir la richesse. Et puis on se dit, mince, on n'aura pas d'un siècle le temps de lire tout ça, de parcourir tout ça, tellement c'est extraordinaire. Faites l'effort d'aller dans votre culture. On va voir avec Jaïd tout à l'heure, parce que Jaïd nous verse dans sa civilisation. Il n'a pas oublié ses racines. Mais franchement, nous perdons tellement à nous accrocher à une civilisation, enfin, une culture toute jeune, parce qu'il n'y a pas de civilisation occidentale. Il y a une culture, ils ont adapté d'ailleurs beaucoup des éléments de la civilisation africaine à leur réalité, qui n'est basée que sur un souci économique. Et vous voyez, aujourd'hui encore, eh bien, c'est à cause de ça, des richesses même de l'Afrique et du continent et de ses enfants, que les Africains n'arrêtent pas d'être victimes des exactions de ceux qui ne sont finalement pour eux que des prédateurs. Je sais que nous aurons assez d'âmes charitables chez nous pour protéger leurs prédateurs, parce qu'on parle de syndrome de Stockholm, mais même le syndrome de Stockholm, je vous l'ai expliqué, c'est pas tellement l'attachement au bourreau, c'est d'abord la peur du bourreau qui fait qu'on l'aime pour ne pas être soi-même agressé et blessé et tué par lui. Donc faites bien attention, même dans les fameux concepts qu'on vous invite, qu'on vous invente pour vous dire que vous êtes finalement un imbécile puisque vous êtes atteint de cette maladie que les Européens appellent le syndrome de Stockholm, qui vient de naître d'ailleurs, parce que il est la résultante d'un fait divers, il me semble autrichien ou... Oui, autrichien, ça doit être ça. Bon, voilà. Alors, donc on peut quand même venir à Wewe Boutique et s'informer de ces titres. Mais il y a aussi une activité à Wewe Boutique qui est une activité intellectuelle, d'invitation de personnalités, de partage. Oui, alors on a commencé, quand ça s'appelait la Kusankofa, c'était surtout un espace d'organisation d'événements littéraires, de conférences, de séminaires. Et on a plus de 80 mètres carrés, donc on avait largement de l'espace pour faire ces choses. Et on a invité différents conférenciers de différents pays, de différentes origines. Sauf qu'avec les affaires Covid, qu'on ne pouvait plus rassembler les personnes, on a réorienté, on a reconfiguré différemment le site pour en faire plutôt une grande boutique, enfin une boutique, on va dire, où on promeut les produits fabriqués par nous-mêmes pour nous-mêmes. D'ailleurs, c'est Wery Boutique avec comme slogan « Bah nous-mêmes ». C'est bah nous-mêmes. On ne trouve que des produits made in Martinique, made in Africa et exclusivement cela. Donc c'est ça Wery Boutique désormais. Mais effectivement, nous avons une expérience dans l'animation intellectuelle, etc. D'ailleurs, j'interviens aujourd'hui pour parler du Back to Africa et qui relève aussi de ces préoccupations intellectuelles que nous avons promues lors des différentes conférences que nous avions données depuis Bois-Rouge, à l'époque de Orga Pays à Bois-Rouge, jusqu'à Saint-Joseph lorsque nous avons eu ce local. Et désormais, on fait de moins en moins de conférences physiques, mais on a décidé de reprendre quand même parce que le public ancien, quand Covid s'est terminé, il était un peu déçu de ne pas retrouver cette habitude que nous avions prise. Ça nous a désorienté beaucoup. Voilà. Bon, donc on y revient progressivement et récemment on a organisé un séminaire avec le professeur Akiri Silla, qui est brillantissime, le professeur à l'université d'Abidjan.
Sur un thème sur un thème qu'on ne connaissait pas du tout. Et j'ai regretté, j'étais pas en Martinique, de ne pas même venir découvrir ce que ça cachait. Alors, il a, comme toi, il a une chaîne YouTube sur laquelle ils prennent la peine de mettre environ une fois par mois une vidéo des conférences qu'il donne à Abidjan. Okay. Et la chaîne s'appelle Como Sapiens. C'est un clin d'œil. Ah, oui. Como, c'est une confrérie. Oui. Como, c'est une confrérie des Mandés. Et lui, il est d'origine mandée. C'est une confrérie ancestrale de spiritualité, de très haute spiritualité. Et donc, Como Sapiens, c'est un peu le bois sacré, quoi. La sapiens qui vient du savoir, de la science, de la sagesse. Qui vient du Como, du sanctuaire du Como. Voilà, et là, il a des superbes émissions. On pourrait aller les voir. Mais nous, on avait voulu, au-delà de l'échange vidéo, la voir physiquement en Martinique pour nous pendant une bonne semaine, et c'était vraiment un régal pour les quelques personnes qui ont pu se déplacer. Et tu veux rappeler son nom et sa chaîne YouTube? C'est Como Sapiens. Le professeur Akiri Silla a inventé une méthode d'étude des signes sacrés qu'il appelle la stylectique. C'est ça. Parce qu'il est professeur c'est un domaine de la linguistique, de littérature, etc. Et les signes sacrés de façon générale, aussi bien ce que en égyptologie on appelle les hiéroglyphes que les adinkra, parce qu'il est originaire, enfin pour partie de Akan. Je crois que c'est sa mère qui est Akan. Et son père est Sénoufo et Mandé. Donc il a, chez les Mandés, il y a les Tiou, ce sont les signes sacrés. Il y a, en Égypte ancienne, il y a ce que les jeunes appellent les Médounétés, on appelle les Modoun Dala. Et puis il y a les Adinkra. Donc il travaille avec tous ces signes sacrés, toute cette tradition de signes sacrés, comme tu disais tout à l'heure, hein, comme vous disiez tout à l'heure, que le continent mère est le berceau de l'écriture. On a écrit des dizaines de milliers d'années avant quiconque sur la planète. Absolument, le berceau de l'écriture. Je n'ai pas dit des milliers, j'ai dit des dizaines de milliers d'années avant quiconque sur la Terre. Donc quand on dit tradition orale, non, c'est que les sciences sacrées s'expriment par la voix, par le verbe. Mais il y a des documents sacrés, les textes des sarcophages, les textes des pyramides, qui sont les plus anciens connus de l'humanité. Les hiéroglyphes, quand vous entendez parler d'hiéroglyphes, c'est une écriture très ancienne. Et il fait partie, Akiri Silla, d'une poignée de chercheurs militants qui ont ouvert cette voie ces dernières années et qui sont particulièrement intéressants à regarder. Il y a évidemment le plus connu parmi eux, c'est Dibombari Mbok. Mais nous avons tout près de nous ici Jolo Divial, qui est juste extraordinaire. Et puis il y a des personnes que j'ai connues quand j'étais en France, Pierre Nilon, il y a Djene Tiao, il y a quelques auteurs comme ça, quelques chercheurs africains qui travaillent sur les signes sacrés et qui ont produit une littérature, des travaux qui sont d'une densité, mais évidemment, il y a Jean-Claude Mbouli dont tu m'as envoyé le dernier ouvrage, qui est aussi un immense mapipi en la matière, bien sûr. Non, c'est-à-dire, on ne vous dit pas, on ne peut pas tout vous montrer ici, mais vous perdez tellement à ne pas vous intéresser à cette littérature et à tout ça, et à cet univers et ces sciences particulières qui, vous voyez, les Occidentaux nous disent que nous fonctionnons à partir de 10% de notre cerveau. Eh bien, rien que vous immergez dans cet univers afro-africain ou continental, eh bien, je vous assure que les 10% seront largement dépassés, parce que c'est vrai que les connaissances qu'on acquiert dans cet univers-là sont assez limitées, sont très matérialistes et très orientées vers comment on va faire de l'argent avec, gagner, profit, etc. Et vous êtes dans tout un pan de la vie de l'être humain qui vous échappe parce que, d'ailleurs, c'est pas par hasard que nous sommes devenus les pauvres consommateurs que nous sommes, puisque c'est ce que l'utilitarisme et la science occidentale par excellence, enfin, l'orientation de sa pensée
utilitarisme. Alors, je veux signaler, pour pouvoir nous parler de son projet Back to Africa, vous voulez intervenir pour dire quelque chose sur ce que vous pourrez déjà présenter? Je dirais juste par rapport à l'aspect durant le Covid où ça a contribué à réorganiser en fait les façons de fonctionner. J'ai eu beaucoup de mal également à me réinsérer dans des circuits de conférences où maintenant c'était plus en présentiel, mais c'était systématiquement en visioconférence, et c'était très compliqué. C'est très compliqué. J'ai encore du mal à revoir des personnes que j'avais l'habitude de côtoyer 3, 4, 5 fois par an. Et je pense qu'on devrait... On a perdu de vue beaucoup de gens aussi. Oui, c'est vrai. On a besoin de se voir, de partager. Et, oui. Et c'est pour ça que Wari Boutique est intéressante, parce qu'elle réunit justement, mais en plus du projet d'inviter des gens de loin, qui viennent de loin, c'est aussi donc mettre le savoir à portée de nous, et puis je veux dire titiller notre curiosité, parce que entendre des concepts et des trucs comme ça quand on est chercheur, quand on écrit et quand on a faim de savoir, c'est important de voilà. Boisy, tu veux dire quelque chose? Pas maintenant. Alors, moi, je voulais vous signaler les livres de Popo. Quelques-uns, hein, parce que Popo, tu en as combien déjà? Il y en a plusieurs. Ouais, en tout cas, une grosse demi-douzaine, j'en ai pas attendu. Voilà, en tout cas, il y a le panafricanisme, c'est un petit livre, si vous voulez savoir, en 10 questions. Donc, vous pouvez le lire très vite, et au lieu de papoter comme M. Macron, ou de divaguer, vous aurez quand même une assise un petit peu plus scientifique. Donc voilà, un petit livre qu'on trouve aussi dans Wari Boutique. Le premier que j'ai découvert, et Popo a une émission sur ma chaîne, vous pouvez la voir, lorsqu'il nous a parlé du Yovoda. Et le Yovoda, Popo? C'est littéralement le crime de l'homme blanc. Donc, ce que l'historiographie européenne appelle histoire de traite négrière, en fait, les Africains l'entendent comme un Yovoda, le crime de l'homme blanc. Et donc c'est l'un des premiers ouvrages à afficher le concept de Yovoda pour ne pas l'ensevelir, parce que nous n'avons pas éprouvé cette histoire comme une traite, comme un commerce, mais au contraire comme un crime, et ce qui est logique. Quand on est rasié, on ne peut pas entendre qu'on est en plein commerce. Claire Popo, donc Yovoda et panafricanisme, donc tout à l'heure on va en parler. Résister pour survivre, s'unir pour renaître, donc pour avoir une vue, au lieu de vous entendre divaguer aussi sur Neg Van Neg, vous avez donc une littérature. Ici, Popo fait fonction de historiographe, il ne se décline pas historien comme les nôtres qui se déclarent philosophes parce qu'ils ont fait un cursus de philosophie, ou sociologues parce qu'ils n'ont pas de titre à s'attribuer. Voilà un historiographe qui nous dit, justement, qui nous parle de la traite négrière et de la façon dont elle a justement criminalisé tout un peuple, tout un continent, et aujourd'hui encore, elle se lave les mains de cette responsabilité, puisqu'on a des Français, des présidents qui viennent pleurnicher sur les merci qu'on ne leur dit pas, parce qu'ils ont fait tellement de bien au continent et ils refusent d'entendre toute forme de réclamation, revendication concernant les réparations. Mais à un moment ou à un autre, il faudrait qu'ils se plient à cette exigence parce qu'ils ont besoin de l'Afrique. L'Afrique saura désormais s'imposer et exiger qu'on la répare, parce qu'on l'a tuée par millions et on n'a pas fini. Donc voilà, c'est vos origines, même si vous me dites que vous avez une goutte de sang de celui-là, de celle-là, ce qui fait que vous êtes ici, et c'est votre condition de racisé, de peuple dominé et de gens qu'on prive totalement de l'histoire, de leur continent, de leurs origines et même de leur petite famille d'ici, parce que vous allez me dire combien d'entre vous connaissent l'histoire de leur pays. Et dans le livre que j'écris, c'est pour les adolescents soi-disant, mais je demande aux adultes de le lire, qui s'appelle Les vacances d'Isis, Isis va vous poser cette question-là. Comment se fait-il que je sois si bon élève si je ne sais rien de mon pays, de mon histoire, ni même si je suis incapable
de parler correctement de mon environnement proche. Donc voilà, des vraies bonnes questions pour le début de l'année. On va arrêter de délirer, de divaguer, de se prendre pour de ce que de. Les dominants ont créé la dominance pour eux et nous, dedans, sommes des dominés. Il ne faut pas se tromper de perspective ni de place. Et si on est assez déséquilibré pour cela jouer, eh bien tant pis pour nous, mais essayons de sauver les générations qui viennent parce qu'on a besoin de gens debout dans leurs pantalons, dans leurs culottes ou dans leurs jupes pour continuer le combat qui est celui de reprendre notre destinée en main puisque nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Donc voilà quelques-uns des livres que il a écrit aussi. Moko Yere Yere, c'est un être alors je ne sais pas comment c'est des Muntu est un être de vibration. Voilà, Muntu est un donc être. Dans cet ouvrage j'expose ce que j'ai compris de mes lectures sur la spiritualité ancestrale. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité chez nous? La spiritualité, c'est un commerce avec l'invisible. Aujourd'hui, les enfants peuvent encore mieux le comprendre que nous, puisqu'ils se connectent à un cloud, donc un espace notionnel, où ils obtiennent des objets qui deviennent physiques, qui deviennent des ouvrages, qui deviennent des PDF, des images, etc. Eh bien, la spiritualité ancestrale, c'est ça, c'est cultiver la capacité en soi à se connecter à l'invisible, pour générer l'énergie dont on a besoin pour surmonter les obstacles de la vie. Ce n'est pas son objectif principal, mais ça peut être l'un de ses objectifs, c'est se reconnecter à son ancestralité. C'est ça la spiritualité. Et la spiritualité, c'est ce que j'ai compris de mes lectures et c'est ce que j'ai exposé brièvement pour ceux qui ne pourraient pas lire les dizaines d'ouvrages qu'il faut pour... Non, mais c'est ça qu'il faut aussi, c'est que ce que nous avons compris, que nous le partagions, puisque personne ne le fera à notre place. Donc, il ne faut pas avoir peur d'écrire, de demander conseil et de vouloir partager. Donc, la spiritualité n'est pas de la religiosité. Ça n'est pas cette espèce de machin sec où on vous donne des indications, un mode d'emploi. Un mode d'emploi relationnel. La spiritualité vous habite et vous êtes véritablement dans une civilisation de l'entraide quand vous pratiquez la spiritualité. Vous n'êtes pas en train de courir après l'argent, la matérialité, d'être des êtres totalement utilitaristes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes très heureux parce que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est important, je ne les vois pas si heureux que ça. Maintenant, ça ne se mesure pas, mais enfin quand même, être à goulot groufal comme beaucoup de notre petite clique locale qui n'en a pas assez et qui en veut toujours plus et qui vient pleurer sur ses origines de poulailler, de mecs qui a commencé par élever des poules, et puis vous qui pleurez sur leur sort alors qu'ils n'ont aucune pitié quand il s'agit de vous écraser pour tirer, pour faire continuer à profiter, allons dire, de notre imbécilité, puisque ça fait partie de notre crédulité qu'ils ont travaillé. Donc, Popo va nous parler de Back to Africa. C'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui. Avant, je voulais quand même le situer parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de choses. Les chantiers qu'il a, pour les gens qui veulent contacter l'association. Donc là, Sankofa, c'est le nom d'un oiseau, c'était ça, c'est ça? Le symbole, il y a deux symboles. Le symbole le plus connu, qui est donc figuratif, c'est une volaille qui se retourne vers son œuf. Donc Sankofa, c'est se reconnecter à ses origines, à son ancestralité. Et le Back to Africa, c'est très précisément Sankofa. C'est une expression qui renvoie à la symbolique du Sankofa. Alors, je vais peut-être laisser les autres présenter leurs propos. Je ne sais pas, ou bien... On va finir avec toi et puis on va échanger après parce que chacun a son petit thème. D'accord. Donc, Back to Africa, j'y travaille depuis longtemps et j'aurais aimé vraiment que les chercheurs de notre communauté se saisissent de ce concept qui est aussi très ancien dans la littérature panafricaine et qui est importantissime pour nous et qui est particulièrement d'actualité aujourd'hui. Je voulais aujourd'hui rappeler les antécédents, donc la profondeur historique de ce concept, et puis éventuellement évoquer les perspectives, les enjeux d'aujourd'hui, mais c'est surtout le situer dans la littérature panafricaniste, dans l'histoire du panafricanisme. Mais je vais commencer par citer deux auteurs, deux chanteurs
émérite de notre communauté, c'est Peter Tosh qui disait « Don't mind where you're from, as long as you're black, you're an African ». Et son compagnon, qui est Bob Marley, qui disait « Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds, have no fear for atomic energy », bon, etc. Donc, de toutes parts, par différentes façons, les Africains, partout où on les trouve, ont exprimé ce Back to Africa. Cette relation, mais impossible à rompre avec leur origine, leur ancestralité. Ça a commencé très tôt, évidemment, sur les bateaux négriers qui nous déportaient. Il y a des parents qui ont sauté par-dessus bord alors qu'ils voyaient des... Et même sur les plantations, si vous lisez Voyage aux îles du Père là-bas, ici à Sainte-Marie, il explique qu'il y a des Africains qui étaient convaincus, qui faisaient des rituels pour retourner chez eux en allant se noyer ou bien en s'immolant. Et qu'on prenait des dispositions pour leur empêcher ce Back to Africa. Et le suicide. Donc vous voyez que le Back to Africa est consubstantiel à l'agression. Et surtout, pourquoi il est si fort? Parce qu'avant cette agression, il y a 300 000 ans de civilisation. Et les 300 000 ans de civilisation coulent dans nos veines. Voici pourquoi, où que nous soyons, nous sommes comme toujours attirés par revenir à nous-mêmes, à nous reconnecter à nous-mêmes. Et ça veut dire que l'oubli des origines auquel on assiste actuellement est bien un processus de destruction de cet attachement à l'Afrique. Voilà, ça nous plonge dans une situation de somnambulisme, mais ça ne rompt pas totalement. Parce que les Africains y reviennent toujours. Quand on regarde l'histoire, il y a des gens qui ont été déportés partout et il y en a qui se sont débrouillés pour retourner physiquement, y compris spirituellement pour le cas que je donnais, etc. Donc le Back to Africa est très important dans notre histoire. Mais il n'est pas suffisamment traité. Quand l'environnement le jugule, c'est... Voilà. Mais on revient régulièrement à des épisodes où cette résurgence, ce besoin de reconnexion s'exprime de manière très très forte. Et tout le temps, depuis toujours et partout, cela s'exprime. Alors il y a deux façons de le comprendre. Il y a le retour physique, le retour géographique vers nous-mêmes, vers le continent mère. Mais il y a aussi le retour à son africanité, où que l'on soit. Donc en Martinique, il y a des endroits en Martinique où vous allez trouver partout en Martinique, depuis que j'y vis depuis 2016, je vois dans les comportements, dans les pratiques, beaucoup d'africanité. Sauf qu'il y a un piège épistémique qui est dressé, c'est que tout ce qui est africain en Martinique et de façon générale en Martinique et Guadeloupe est enseveli sous le thème du créole. La cuisine qui est tellement africaine, Juliette, tu en sais quelque chose, est créole. La façon, tu l'as dit dans l'entraide, tu l'as démontré dans l'entraide, la façon d'assaisonner, etc., qui est si profondément africain. Le trempage, mais tu m'as envoyé un truc du Ghana aussi. Tu m'avais envoyé il y a quelques années des danseurs, des gens qui faisaient du lassauté. Le lassauté, c'est tout. Non, mais évidemment, ici, ça devient créole, mais c'est profondément africain. Donc, notre africanité, le Back to Africa, ce n'est pas seulement le voyage vers le continent, c'est aussi ça, mais c'est aussi partout où nous sommes, nous exprimer en tant qu'Africains et exprimer cette africanité, vivre en tant que telle. Et évidemment, la sœur qui est à côté de nous est un exemple éclatant, puisque eux, ils ont des parents sur le littoral ivoirien, et les travaux de Serge Billet l'ont montré. En Jamaïque, on trouve des populations, aux États-Unis, on trouve des populations, et Ngola Djanga, que les gens appelaient République de Palmarès, avec Nganga Nzumbi. Nganga Nzumbi, ça c'est un terme africain. Nganga, c'est le prêtre, Nzumbi, c'est son nom. Donc déjà, son africanité est dans son nom et dans l'organisation du territoire par ce qu'ils appellent la République de Palmarès, qui est Ngola Djanga. Ngola Djanga, c'est la petite Angola, soit dit au passage. Tout ça. Donc l'africanité est partout. Le Back to Africa est consubstantiel au panafricanisme et ce n'est pas suffisamment considéré. Donc moi, je voulais revenir sur l'histoire et choisir
trois auteurs, Ignatius Sancho, Kobena Kwao. Alors Kobena Kwao, son nom a été écorché par les Blancs parce qu'ils ne savent pas dire. Dans la littérature, on trouve Kobna Kugwano. Son nom africain, c'est Kobena Kwao. Évidemment, si vous demandez à n'importe quel Akan, Kobena, c'est quoi? C'est le nom de l'enfant de sexe garçon, de sexe masculin, qui est né un certain jour de la semaine. Ailleurs, il s'appellera le même enfant Conan, d'autres ailleurs, sur le littoral, il s'appellera Komlan, et ici, il s'appelle Kobena. Et donc, si je dis Kobena Kwao, j'ai rencontré dans la littérature un Africain qui a écrit en 1700 et quelques, qui s'appelle Kobena Kwao, tout le monde saura d'où il vient. Mais si je dis Kobna Kugwano, même sur Mars, je ne trouverai pas. Etc. Il y a Oloda et Kiano, c'est pareil aussi, qui sont des auteurs parmi les premiers que je retrouve dans le Back to Africa, on va dire au point de vue littéraire. Évidemment, nous sommes ici, au pays d'Aimé Césaire, de la négritude. C'est aussi, ça participe de ce Back to Africa, de cette reconnexion à soi en tant qu'Africain. Et puis, l'aspect du Back to Africa qui retient particulièrement l'attention des nôtres, c'est l'aspect doing business with Africa, investing in Africa. Et ça, c'est pas si récent non plus. Moi, je trouve Paul Kofi, il est né au Massachusetts. Il a gagné beaucoup d'argent et avec les bénéfices de ses activités, il réinvestissait dans l'éducation des enfants africains parce qu'à l'époque où il vit, donc entre 1759 et 1817, l'éducation est interdite aux Africains américains. Et donc, lui, il va investir dans l'accès à l'éducation. Il va même voyager jusqu'en Afrique pour demander à racheter des terres afin d'organiser le retour vers l'Afrique de ses compatriotes en Amérique. Après, donc, on a aussi Marcus Garvey qui fait la même chose. Mais ça, c'est quasiment un siècle avant Garvey. Oui, c'est ça. Non, mais il y a une continuité. Voilà, c'est ça. Donc. Je voulais citer donc ces trois personnes parce que, évidemment, le Back to Africa de panafricanisme économique, c'est surtout Garvey que l'on retient. Mais je dis qu'avant Garvey, 100 ans avant Garvey, il y a Paul Kofi. Et entre les deux, il y a Martin Delany Robinson, dont j'aime particulièrement l'histoire. Il a dit, Martin Delany Robinson, il a créé une revue de mystery. Ça, c'était le nom de la revue. Et le sous-titre de la revue, c'est « And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians ». Moïse a été éduqué à toute la sagesse par des Égyptiens. Et ça me fait comprendre que l'intitulé de sa revue, qui est « The Mystery », vient de l'intitulé d'un papyrus qu'on dit papyrus Amès. En fait, le Amès en question s'appelle Amoussou en africain. Et c'est méthode correcte pour connaître les secrets et les mystères. Tu vois que lui, il a lu pour pouvoir extraire des mysteries et donner le sous-titre. Moïse a été, parce que dans la méthode correcte, tu comprends très bien que tout ce que raconte Moïse vient de ce document qui est une copie d'un ouvrage qui date de... Et que la religion catholique, voilà. dont cette religion s'est appropriée. Et Martin Robinson, il a rencontré Frederick Douglass, qui est aussi une personnalité, et Douglass dit ceci de Martin Robinson, il dit, moi Douglass, Frederick Douglass, qui est l'un de ces auteurs témoins qui ont raconté leur histoire en tant que captifs africains dans l'univers concentrationnaire. Il dit, Douglass dit, je remercie le Seigneur de m'avoir fait homme, mais Martin Delany le remercie de l'avoir fait homme noir. Partout, dans tous ses écrits, Delany Robinson clame son africanité. Et il a recherché jusqu'en Égypte ancienne. Il a même inventé, je n'ai pas lu ses travaux, il aurait même inventé une méthode pour déchiffrer les mentis ou les médonités, comme on dit, longtemps avant Champollion. Oui, on découvre de toute façon. C'est ahurissant. Et puis on arrive, le troisième personnage que je voulais citer dans le Back to Africa, c'est Marcus Mosiah Garvey. Marcus Mosiah Garvey qui a créé the Universal Negro Improvement and Conservation Association and African Communities League. Je préfère lire en anglais parce que l'UNIA, l'acronyme l'UNIA réduit ce qu'il dit. Vrai. La dimension Universal Negro Improvement and Conservation Association and African Communities
League. C'est ce qu'on a réduit par l'UNIA. Et qu'est-ce qu'il dit? Quel est l'objectif de l'UNIA? Il a une association créée en 1914 en Jamaïque et qui va exploser à Harlem à partir de 1916-17. Il va créer une maison d'édition, une compagnie maritime, la Black Star Line, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il dit? Et des emplois, oui, exactement. Marcus Garvey, on estime que toute son activité au titre du Back to Africa a généré 600 000 emplois directs et indirects. Il n'y a pas un seul entrepreneur aujourd'hui dans la population panafricaine qui ait approché ce score. Donc le panafricanisme économique, évidemment, est emblématisé par Marcus Garvey. Je voulais rappeler qu'avant lui, il y a au moins 2 personnes qui ont ouvert les voies. Mais lui, c'est vraiment le travail qui a vraiment ébloui le monde. Et ce sont des trucs qui n'auraient pas été, s'ils n'avaient pas été combattus, des gens qui auraient laissé, justement, permis au peuple noir de s'implanter, de s'ouvrir, de s'épanouir d'une façon très différente de celle à laquelle on assiste actuellement. Puisque ce sont justement des entreprises qu'on a détruites, qui ont été empêchées, criminalisées et même, je crois que même qu'il a fini très mal. Oui, c'est pas il a effectivement fini très mal. Mais l'UNIA, c'est d'abord aussi une méthode pédagogique d'enseignement extraordinaire. D'enseignement et de pratique. C'est de la solidarité active. C'est le coup de main, le combit. À Haïti, c'est le Lasotais, et on peut s'en servir. C'est ce qui est important de rappeler justement. Mais on peut s'en servir aujourd'hui pour l'éducation. Ils ont pris les outils dans notre ancestralité, dans notre culture, dans notre civilisation. Alors, attends, Amamazama a traduit le livre cours de philosophie africaine. Exactement. Et si vous avez envie de comprendre la portée de cette réflexion extraordinaire et de cette place extraordinaire qu'avait Garvey, lisez ça, c'est traduit en français maintenant par Amamazama. Donc vous avez aussi, pour vous inspirer, pour sortir du modèle éducationnel étouffant dans lequel nous sommes, il y a des solutions. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient malgré les contraintes de leurs époques, quoi. Je voudrais citer un extrait quand même Et après, on va écouter Jaï. De l'objectif de UNIA. L'établissement d'une confrérie universelle dans la race, le développement de l'esprit de fierté et d'amour, le relèvement de ceux qui sont tombés, donc c'est ça le coup de main, RVN, les convois, etc., le service et l'assistance aux besogneux. Donc, personne parmi nous ne doit être laissé au bord de la route. Nous devons toujours tendre la main. C'est la civilisation de l'entraide. C'est ça. Absolument. Et le Back to Africa, c'est très important de le rapprocher à ça. Et il y a 3 projets fondamentaux de Marcus Garvey, de l'organisation de Marcus Garvey. C'est Negro World, c'est Black Star Line, c'est Negro Factories Corporation. À chaque fois, il rappelle quel est le public visé par ces actions. Et c'est vraiment très important que nous nous inspirions de ça et que nous comprenions que ce qui se passe aujourd'hui, je préfère ne pas y revenir, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, les possibilités, les immenses opportunités de l'Afrique qui sera la prochaine puissance économique mondiale, tout ça, ça vient de cet état d'esprit de très très loin et doit être infusé par cela. Et c'est ce que je voulais indiquer aujourd'hui, rappeler toute l'antériorité du concept du Back to Africa. Oui, et puis vous comprenez aujourd'hui ce que représente la France-Afrique comme contre-projet, puisque ces personnes ont toujours visé le développement économique de leur peuple, alors que la France-Afrique a été justement conçue par les Occidentaux pour freiner, pour empêcher, puisque l'Afrique est interdite de se développer, de s'industrialiser, justement parce que les Européens ont conçu qu'eux avaient besoin de leur richesse pour se développer, et donc pour cela, il fallait que les Africains soient privés de tout pour que les Européens vivent comme des seigneurs. Et c'est un projet tellement
incroyable qu'on se dit comment ça a pu se concevoir et comment beaucoup de chefs d'État africains ont collaboré et collaborent encore, parce que c'est pas fini, à ce projet destructeur de leur propre peuple. Mais voilà, les contraintes, la violence du système occidental fait que peut-être par la peur, peut-être aussi par un désir de servir le maître indéfiniment, eh bien on est dans ça. Donc quand vous regardez ces projets de Back to Africa, de ce que s'est développé économiquement, et la France-Afrique, vous comprenez aussi comment le panafricanisme, qui est d'abord une philosophie, un humanisme, a comme projet de réinvestir les enfants du continent, ses ressortissants, de près ou de loin, pour justement revenir à sa civilisation et surtout à ce partage que sa civilisation de l'entraide en soubassement a toujours développé en elle. Personne, comme l'a dit Popo, ne doit être laissé sur le bord de la route. Voilà donc ce qui peut vous interroger, comment nous vivons dans des civilisations tellement différentes, comment nous avons pris le goût du matérialisme, de l'utilitarisme et surtout le rejet de nous-mêmes, puisque ce que nous revendiquons, c'est la goutte de sang blanc. Aujourd'hui, j'ai vu que la goutte de sang Kalinago est très importante, mais Jolo Divial vient de faire une enquête pour montrer que le sang Kalinago dans nos populations est de 0,00 quelque chose, c'est-à-dire que c'est très insignifiant. Et la question, c'est pourquoi nous, tout d'un coup, au lieu d'aller vers le panafricanisme ou une sorte de compréhension de nous qui va nous réenraciner, eh bien, on court là où il n'y a plus aucune perspective, parce que on soulage les dominants, les exterminateurs de leurs crimes en leur disant « mais c'est pas vrai que vous avez tout exterminé ». Puisque, regardez, je suis Kalinago. Bon, moi, je veux bien inviter un Kalinago sur le plateau pour qu'il me dise par quoi il est passé et en quoi il influe la culture. Donc, n'oubliez pas, ce que Popo vous a dit, c'est que le terme créole qui est envahissant et contaminant est en fait un terme que les dominants ont utilisé pour spolier toute la culture africaine qui construit votre univers, mais que vous êtes interdit d'évoquer parce que être africain ou dire que ce qu'on pratique est africain, c'est se diminuer. Donc faites bien attention aux lectures qu'on vous a appris à développer et regardez où vous vous trouvez exactement. Alors, on va écouter maintenant Jaï et Oazi. Est-ce que, Oazi, vous voulez dire d'abord un petit peu... alors, vous êtes d'origine bushinengue? Oui, d'origine bushinengue. Je suis née en Guyane. Les bushinengue, ce sont des Africains qui ont été soumis en esclavage et qui ont fui les plantations du côté du Suriname. Voilà. Donc, je suis descendante de ces gens-là. Ils ont fui vers le Suriname? Ils étaient... au Suriname? Voilà. Et ils sont venus vers la Guyane? Non. Comme c'est en Amérique du Sud et puis qu'il y a la forêt amazonienne, ils ont fui vers la forêt. C'est ça. Voilà. C'est ça. Du coup, ils ont créé un peuple avec différents esclaves. Il y en a qu'ils ont réussi à libérer aussi. Et ils ont créé un peuple dans la forêt. C'est pourquoi on dit Bushinengue. Bushi qui fait référence dans ma langue, à la forêt. Et Nengue, il y a plusieurs termes pour certains, mais qui revient au nègre chez certains. D'accord. Oui, voilà. Donc, c'est les nègres de la forêt, on va dire. Mais il y a d'autres noms aussi pour désigner. Oui, il y a d'autres noms pour désigner. On dit les Saramaka, qu'est-ce que c'est? Chez les Bushinengue, il y a différents ethnies. Il y a différents groupes. Voilà. Donc, il y a les Saramaka, les Pamaka, les Djuka, Kotika. En fait, il y en a beaucoup.
Donc, mais ça, c'est quand même... Donc, Bushinengue est un terme général et spécifique. Voilà, un terme général pour nous qualifier, nous tous. Voilà. D'accord. Et quel effet ça fait de dire aujourd'hui, je suis Bushinengue? Je suis très fière. Oui. J'ai toujours été fière d'être Bushinengue parce que je sais que mon peuple s'est battu pour avoir sa liberté et pour échapper à l'homme blanc, comme on dit. Et ils ont su se reconstruire tout en gardant tout ce qu'ils avaient de l'Afrique. Oui. En gardant leur culture On peut voir africaine. quelques-unes des photos que vous avez amenées, oui. qui traduisent cette préservation d'un héritage africain. Oui. On peut voir. Alors là, ce sont les Donc oui, là c'est une case, une maison Bushinengue avec la culture, l'art Tembe. Qui est un art Bushinengue que je pense qu'on peut trouver pour l'instant que chez les Bushinengue. Et c'est un art aussi qu'ils s'aidaient de ça pour se retrouver dans la forêt, si je ne me trompe pas. Donc c'est un peu comme les tresses africaines, c'est un peu des chemins pour se retrouver. Repérer et puis voilà. c'est ça. Donc, et les couleurs, elles correspondent à une symbolique particulière? Oui. Par contre, pour ça, je ne suis pas très douée pour expliquer, mais il y a tout a une signification. Oui, bien sûr. Voilà. Une symbolique. Et les maisons se présentent comme ça? Oui, à une certaine époque, oui, ça se présentait comme ça. Et ça a disparu? On en trouve, mais moins qu'avant. Parce qu'on les casse dans des machins, dans des HLM, dans des logements. Quand on vient vivre en ville. En ville. Donc on s'adapte. Mais si on est au village, enfin comme on dit au village, quand on part sur le fleuve, on peut encore trouver des maisons en bois, même si certains essaient de moderniser un peu, mais il y a toujours ce truc-là qui est ce style d'habitat qui est préservé dans certains sites, certains sites, oui, ouais, voilà. Okay. Et là, on a quelqu'un Donc ça, c'est nos danses traditionnelles qui s'appellent la wassa. Qui s'appelle la wassa, mais il y a d'autres noms aussi. Je sais que chez les Saramaka, il y a un autre nom, mais comme je parle pas trop, donc du coup, je peux pas donner le nom. D'accord. Mais après, ce qui est bien avec l'art... Là, on retrouve ces mêmes couleurs voilà, aussi. L'art Bushinengue, on peut le retrouver un peu partout, que ce soit sur les pagaies, sur les pirogues, sur les maisons, sur les vêtements. Les vêtements, maintenant, oui. Sur les chaises artisanales, des trucs comme ça, on le retrouve un peu partout. Enfin, c'est un peu notre fierté, puis montrer qu'on est Bushinengue. Et par contre, l'art Tembe, c'est vraiment les hommes qui le font. C'est pas les femmes, c'est les hommes et ça se transmet. Et c'est quoi? C'est dans quelle matière? Ça se matérialise dans quel support? Les tambours, quoi? Le bois. Le bois. Plus le bois. Donc la façon de décorer les maisons, c'est ce qu'on appelle l'art Tembe, par exemple? Comment je peux expliquer ça? Parce qu'on trouve en Afrique du Sud ce type de présentation, de coloration des maisons, de décor. Oui, si je peux intervenir. Oui, vas-y. Parce que je vais me présenter peut-être tout à l'heure un peu plus précisément. Oui, mais je vis en Guyane et en fait l'art Tembe était gravé jusque dans les années 50-60 et en fait la couleur est arrivée avec la civilisation, les blancs, etc. Donc les techniques ont évolué et ils ont ajouté ces couleurs-là. Mais à la base, c'était des gravures avec les différents motifs qu'on peut retrouver sur les tableaux, sur le bois, sur les tambours, sur les pirogues. Et c'est comme en Afrique où on fait coucou à Lasconi qui nous montrait que en fait l'art est omniprésent dans
tout ce qu'on fait. Toute la culture africaine et artistique. Dans les cuillères, les assiettes, etc. Oui. Et c'est un peu le même Mais principe. il faut juste aller sur le continent pour être submergé par ce sentiment. Tout est art. Et vraiment, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on a une idée? On sait exactement l'origine des Bushnengue, puisqu'il y a plusieurs groupes. Il y en a qui disent qu'on vient plus du côté Côte d'Ivoire, Ghana. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas une étude anthropologique qui situe exactement sur le continent l'origine des Bushnengue. Parce que là, j'ai vu un livre paraître. Si, je lis ce livre. Il y a les Bonis du Maroc, les marrons. Oui, de gens. J'ai ce livre et l'origine. Ben, ce qui apparaît le plus, c'est ce que dit Oasis, c'est bien ça. Que leur origine est plutôt du littoral. Côte d'Ivoire. Alors, en fait, souvent, il arrive qu'il y ait, comme il y a, chez Anta Diop a démontré notre unité culturelle, nous on peut partir de Sainte-Marie, de Fort-de-France, etc. On nous met tous ensemble quelque part. Ouais. Au bout de 3-4 générations, tu ne sauras pas qui vient de Fort-de-France, de Sainte-Marie, etc. Sauf dans les noms, en fait, sauf ceux qui connaissent vraiment profondément. Ouais. Donc, on va dire, la culture, le véhicule, il est très proche de ce que vous allez trouver sur le littoral. Mais tu viens de dire, les dessins des maisons, etc., tu es tout plus en Afrique du Sud, en Afrique australe que sur le littoral. Toi qui as été sur le littoral. Comme les fractales. Parce qu'en ce moment, je m'intéresse aux fractales et c'est fabuleux. Maintenant, donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde les Bushnengue et qu'on regarde les premiers, je parlais du sud de l'Inde, les vrais Indiens sont des, comment on appelle cette petite île? C'est là Non, c'est les Andamans. Et c'est la même population. Et on a retrouvé les origines. Donc, ce sont les vrais Indiens. Ce sont des pygmées. Donc, peau noire, cheveux crépus, c'est pas... Les Indiens d'aujourd'hui c'est des mélanges. Mais les vrais Indiens, ceux qui étaient sur le continent et qui sont encore là, malheureusement, on est en train de les décimer. Et c'est des pygmées, donc qui ont gardé les traditions aussi au niveau de l'outillage, l'armement, du mode de vie. Et ce sont ceux-là qui ont été sauvés du tsunami de 2000, qui a fait plus de 3000 ou 300 000 morts, je ne sais plus, dans toute la zone Indonésie et tout. Et les Andamans se sont sauvés parce qu'ils sentaient justement, grâce à leur contact avec la nature, ils ont senti venir le tsunami et ils sont montés dans les hauteurs, tandis que les autres sont restés et ils ont été complètement décimés par ce tsunami. Et ça a fait que le monde entier s'est demandé mais pourquoi eux ont survécu et ont afflué dans leur zone de vie qui était plutôt protégée et ils ont amené bien sûr tous leurs microbes etc. Et les Andamans sont en train de disparaître. Mais on a le même phénotype, le même physique quand on étudie, donc quand on regarde les populations aussi de Guyane qui ont survécu peut-être un peu physiquement, mais culturellement, on est il y a une entreprise de la France qui est assez féroce pour les domestiquer, et on a retrouvé, comme je le disais, l'origine de la langue tamoule au cœur du Cameroun, dans la forêt du Cameroun. Donc, il y a vraiment des connexions, des liens, et au bout d'un moment, c'est vrai, si on reconstruit ce que les Européens ont déconstruit, on va retrouver ce que Cheikh Anta Diop appelle l'unité culturelle de l'Afrique. Et quand les gens disent « Ah non, toi tu viens de Côte d'Ivoire, Popo vient de Côte d'Ivoire, toi tu viens du Sénégal ou d'ailleurs », eh bien, les gens ont appris à se lire à travers ces divisions, ces origines qui ont été créées d'ailleurs. Ces noms de pays sont venus du traité de Berlin qui a découpé l'Afrique à la règle et qui a dit toi tu t'appelles comme ça, toi tu prends ça, l'allemand prend ça, le français prend ça, là cette partie. Et on a donc aujourd'hui les divisions, surtout qu'on fait jouer les guerres tribales pour se maintenir en tant qu'occidental en Afrique, eh bien, on a ce qu'on a. Donc, c'est important de connaître cette histoire riche. Et donc, dans ce qui survit en Guyane,
on a cette volonté. Mais je pense qu'il y a aussi ce désir de se moderniser. Oui. Donc, comment ça se vit là-bas? Ça, un peu comme partout. Bon, de nos jours, il y a Parce des que les réseaux jeunes sociaux, donc on voit la vie autrement à travers les réseaux sociaux. Donc, on a un peu envie de faire comme ailleurs. Donc, il y a ça. Et il y a le fait qu'on est beaucoup à partir, que ce soit aux Pays-Bas ou en France. Enfin, pour ceux qui sont en Guyane, donc ça sera plutôt la France, et pour ceux qui sont au Suriname, ça sera plutôt le Pays-Bas par rapport à la langue. Ouais, la langue. Donc, une fois en France, c'est vrai qu'on s'adapte. Donc, on adopte une façon de vivre. Bon, on n'est pas vraiment dans notre élément, mais on essaie de s'en sortir quand même. Donc, on fera des trucs un peu plus modernes, on va dire. Voilà, on va mettre moderne entre guillemets. Oui. Mais par rapport à ce que Popo présentait dans ce concept de Back to Africa, comment vous sentez, par exemple, je sais que les jeunes, il y a Oui. beaucoup ce souci, ils quittent leur communauté d'origine, leur mode de vie villageois centré sur les traditions, ils ne les aiment plus, ils trouvent que voilà, et ils s'enfuient vers la ville, hein, l'attrait de la grande ville, de l'urbanisation, enfin l'impact de l'urbanisation sur leur vision est très fort, et donc je sais que les aînés souffrent beaucoup de ce détachement de leur jeunesse, mais on a à l'œuvre une France assimilationniste aussi, qui d'ailleurs les Amérindiens de Guyane souffrent des mêmes maux. Maintenant, je ne vois pas trop d'union entre les deux peuples. Parce que c'est entre les Amérindiens et les Utaïno, je ne sais plus leur nom, et les Bushnengue, je ne vois pas trop d'union, mais ce sont des peuples qui auraient à sauver, j'allais dire, leur traditionnalité. Il y a des perspectives dans ce sens-là? De ce côté-là, je ne sais pas du tout. C'est ça. Je sais pas. Parce que on sait qu'il y a maintenant beaucoup d'union entre Blancs et Bushnengue. Oui. Mais on n'entend pas parler d'union entre Bushnengue et Amérindiens. Mais justement, je trouve que les Bushnengue, les Amérindiens, on s'entend mieux. Enfin, j'ai grandi avec des autochtones. Oui. Et je trouve qu'on s'entend mieux entre nous du fait qu'ils ont leur langue, mais ils parlent on parle un peu la même langue aussi. Ouais. Donc on se comprend. D'accord. Voilà, donc oui, il y a des mélanges entre nous. Des rapprochements, en tout cas. Oui, voilà. Mais c'est juste que c'est pas connu, on n'en parle pas, enfin à la télé ou ailleurs, on n'en parle pas forcément. Ouais. Mais dans notre communauté, voilà, Oui, parce que la France ne va pas montrer que les peuples, puisqu'elle est dans l'entretien de guerres tribales, d'opposition créée de toutes pièces. Donc il y a des possibilités. Et au niveau de ce qui survit des langues, parce que vous avez parlé de plusieurs groupes qui sont probablement aussi dans des pratiques linguistiques un petit peu où tout le monde parle la même langue, se comprend. Entre Bushnengue, on se comprend. Juste, il y a une différence avec les Saramaka, pardon. Au niveau de la langue. Il y a certains mots que par exemple, je vais comprendre et d'autres non, par rapport à la prononciation. D'accord. Voilà. Parce que l'influence des langues européennes... Voilà. Oui. Ils n'ont pas vécu dans le même espace. C'est ça. Oui. Donc, non, je suppose que il y a une différence à ce niveau-là. Ouais. Mais en termes de la culture, des traditions, ça se ressemble beaucoup, en fait. Il n'y a pas énormément de changements. Non, mais les peuples traditionnels ont beaucoup de passerelles. Hein. Mais il faut que dans l'environnement, notamment sur le plan politique, on ait envie de ces rapprochements. En nous, même ici, la goutte de Sambéké, la goutte de Kalinago,
Congo, la mer de sang africain, tout ça n'arrive pas à faire bon ménage parce que idéologiquement on travaille les divisions, parce que c'est comme ça que l'impérialisme s'impose et s'incruste et crée dans nos petites têtes, nos petits cerveaux qui fonctionnent à 10%, qui ont besoin de se nourrir de beaucoup plus de largesse et surtout d'arrêter d'avoir le nez dans le guidon, la tête dans le guidon. Et voilà, regardez un peu ce qu'on fait de vous. C'est important de dire je veux comprendre, je veux décider. Voilà, et Popo, enfin, vous réagissez sur... sinon, on va maintenant laisser la parole à Jaï. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose au niveau des rapprochements entre les autochtones et les Bushinengue. Il y avait une exposition l'année dernière à Cayenne, où il montrait qu'en fait, il y a des autochtones qui ont accueilli les Aloukou. Donc les Aloukou, c'est les anciens Boni. On a mis Aloukou parce que Boni, c'était trop subversif, c'était trop guerrier. Donc la France a accepté les Boni, mais ils ont changé le nom. Et en fait, je crois qu'ils se sont appelés les Aloukou Yana. Et en fait, il y a eu pas mal de mélanges pendant, je crois, une vingtaine d'années entre ces deux groupes-là. D'accord. Donc il y a des ça a donné un peu des Garifuna, un phénotype Garifuna. Je ne les ai le pas mélange taïno et africain de bateaux qui avaient échoué. C'était dans quelle île déjà? Honduras. Et ça a donné un type, et aujourd'hui ce sont des Noirs, mais on continue à considérer que ce sont des Garifunas. Alors, donc Jaï, présentez-vous. Alors, Jaï Muntouka, je me présente. C'est un nom d'emprunt. C'est mon nom africain. D'ailleurs, ça fait aujourd'hui 8 ans que j'ai repris mon nom. Donc, parce que Popo a mentionné l'histoire du nom. Exactement. Voilà. Et donc, je me définis en tant qu'Africain de la Martinique depuis plusieurs années. Je suis ingénieur, je vis en Guyane et ça fait quelques années maintenant que j'essaye de produire pour informer, pour essayer d'intéresser les gens à eux, tout simplement. Donc, j'ai commencé par un film documentaire, si Jordan veut bien passer les images. Donc, j'ai commencé par un film documentaire en 2018 qui s'intitule Negmatini Campepamba Domination coloniale, donc qui a beaucoup intéressé le public. Et qu'on trouve en DVD. Qu'on trouve en DVD. Et donc, ça a beaucoup intéressé le public, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on était dans une sorte de consommation passive, on regarde, etc. Et j'ai poursuivi 2 ans après avec Francotomie, qui est mon premier ouvrage, parce que j'avais l'impression que le DVD, le film était un peu léger, tout n'était pas dit, et en fait, on ne peut pas tout dire dans une vidéo. Alors, Francotomie, si on peut passer à la deuxième image, Francotomie, une amputation vitale en logique de guerre. Un livre très, très puissant, oui. Alors, en apprenant sur mon histoire africaine globalisée, je suis parti du postulat que, en fait, ce sont les mêmes schémas qui se répètent. Et pour faire une analogie, je dis que l'esclavagisme et le colonialisme ont la même racine avec la pédophilie et les viols. Oh, Jaï, il déconne, qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous expliquer. Quand on a un foyer et que dans le foyer, on a un enfant qui est victime de violences, de viols, d'inceste, la première chose qui est faite au niveau des autorités, c'est on va mettre en place des mesures d'éloignement de la victime par rapport à son bourreau. Si on ne le fait pas, il y aura une aggravation des conséquences psychologiques de la victime parce qu'il est dans le même espace que son bourreau, avec qui il sera obligé d'aller prendre le petit déjeuner tous les matins. C'est une violence inouïe. Et donc, quand on compare ça à notre histoire, on dit, mais en fait, ça fait 400, 500, 600 ans qu'on vit
avec notre bourreau au quotidien. Est-ce qu'on se pose la question des conséquences que cela a sur nous? Sachant qu'on parle dans le cas de la victime d'inceste et de viol, on parle de survivants parce qu'ils échappent en fait, il y a 50% par la suite qui iront vers le suicide, qui iront vers des conduites addictives dangereuses, des problèmes psychologiques, etc. Est-ce qu'on se pose la question pour nous qui avons subi ça pendant des générations? Partant de ce constat-là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a qu'une solution, c'est une rupture mentale, psychologique et physique avec des gens qui continuent à faire ce qu'ils faisaient déjà à l'époque, mais d'une autre façon. Et donc, francophonie symbolise cette nécessité d'une rupture qui n'est pas quelque chose d'approximatif. Ça doit être vraiment quelque chose de clair, d'assumé et qui a des conséquences pour nous, de nous faire basculer dans un monde qui serait à nous, construit par nous. Totalement. On a besoin de se retrouver, de se réapproprier, C'est ça. De se reconnecter à nous-mêmes sans avoir l'influence de personnes qui vont venir nous dicter comment on doit s'identifier et nous exploiter, etc. Oui. Mais, l'un des ouvrages d'Elani propose précisément ce que tu dis. Oh, voilà. C'est-à-dire que l'idée qu'on ne peut pas indéfiniment être en contact aussi de proximité, promiscuité avec son agresseur. Et c'est pour cela qu'il a proposé, justement, le Back to Africa. Il a proposé dans ce cadre aux États-Unis qu'il y ait des régions, etc., des États où les Africains puissent faire leurs affaires entre eux. Et je ne sais pas si tu dois le savoir, qu'il y a une ville qu'on a appelée la Wall Street africaine qui a été incendiée par les Blancs parce qu'ils ont vu que la prospérité, là, j'ai vu ton livre vite fait, je ne l'ai jamais lu, ni acquis, mais je vais courir, m'en procurer, on en parlera tout à l'heure. Je lui ai dit qu'il faut que dans Weri Boutique, il vienne présenter son travail. Je suis désolé d'avoir coupé parce que j'ai pris beaucoup trop de temps, mais je tenais à le dire parce que c'est ahurissant ce que tu dis là. Oui, mais en dehors de ce livre... Très, 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 très pertinent. En dehors de ce livre, parce que le temps court, en dehors de ce livre-là, Jaï a écrit 3 autres ouvrages qui sont très denses, très documentés, et c'est pas de la sociologie de gare, hein? C'est vraiment un travail minutieux de documentation et on va dire, il confronte sa vision à ce que les autres ont écrit, ce qui permet de... Donc, il y a ce livre qui s'appelle « Union de survie », lui, c'est le 4e, hein, Jaï. Union de survie, c'est le 2e. Ouais. Union de survie, c'est le 2e. Et alors, bon, il ne faut pas se tromper sur le titre, hein, pour affronter les enjeux modernes imposés par l'Occident aux peuples africains. C'est un livre, c'est un cheminement personnel parce que je ne comprenais pas ce qu'était le féminisme, l'afroféminisme, cette propagande LGBT où on nous disait que les LGBT ont toujours vécu mais qu'on les empêchait de vivre, etc. Et pourquoi il y avait cette explosion de personnes qui se déclaraient LGBT depuis quelques années. Donc j'ai fait un travail parce qu'on m'a souvent taxé d'être homophobe alors que je ne tuais, je n'insultais, je ne violais personne. Je me questionnais simplement sur pourquoi à chaque fois qu'il y a un mouvement, quelque chose, en fait, on a besoin d'exhiber, de faire paraître forcément systématiquement ces personnes-là. Et le simple fait de se questionner sur ça me valait d'être taxé d'homophobe. On n'a pas le droit de se questionner. Oui, on n'a pas le droit. Mais en même temps, derrière, donc vous dévoilez quand même tout le projet. Mais c'est intéressant de... Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le cheminement? Son cheminement. En fait, oui, qu'est-ce qu'il a compris de cette investigation sur ce sujet? Ah oui, mais c'est très, très important de lire son livre. Alors, réponds.
Du coup, pour le féminisme, pour raconter un petit peu, je suis allé dans un mouvement, dans une conférence afro-féministe sur Paris, Oui. où il y avait des gens, pas nommés spécialement, et durant l'intervention de la personne qui parlait, je ne voyais pas le afro-féministe, je ne voyais pas le lien qu'elle faisait avec l'Afrique, le lien qu'elle faisait avec le panafricanisme et le lien qu'elle faisait avec la famille. Donc, au bout de 20 minutes, une demi-heure, je me suis levé, je suis parti. J'avais plein de questions. C'est quoi, en fait, l'afroféminisme? Et à partir de là, j'essaie de me documenter de façon classique sur les réseaux mouvement sociaux, féministe, oui, tout ça. les vidéos et tout ça, mais ça ne me suffisait pas. Donc, j'ai dû acheter des livres pour m'imprégner de cette idéologie, de comprendre d'où ça vient. Et quand on comprend d'où ça vient... Et pourquoi Quand on comprend d'où ça vient, et c'est-à-dire que la femme occidentale, la place qu'elle avait dans la société occidentale, on comprend que, en fait, elle a simplement fait valoir ses droits. Elle essaie de faire valoir ses droits. Donc, ça ne concerne pas les Africaines qui, elles, ont une civilisation qui leur a donné une place d'honneur. D'ailleurs, il y a la déesse Maat. C'est elles qui ont créé la civilisation, oui. donc c'est pas la civilisation qui leur donne une place, c'est elles qui ont donné naissance à la mais quand on est dans civilisation. cette situation de domination, on adopte les luttes des autres, mais les blanches, les occidentales ont besoin de ces combats-là, de cette façon-là. Pas les africaines. Le problème, c'est qu'elles se lisent dans les traces des femmes blanches. Et Angela Davis avait déjà reproché aux blanches de ne pas lutter, de ne pas avoir de solidarité avec les femmes noires, parce que dans l'esclavage, les femmes noires ont eu besoin de se revaloriser, mais c'est ce que je dis, si on revient aux sources, aux racines, il y a un tas de problèmes qu'on ne se fera pas et on ne perdra pas de temps à se battre dans ces domaines-là. Mais le féminisme en Martinique, par exemple, il est financé par l'État parce que les divisions introduites par l'esclavage, etc., ont intérêt à se maintenir. Et regardez, donc Jaï, dans ce livre, alors moi, on ne pourra pas présenter, il faudrait 4-5 émissions pour présenter chaque livre de Jaï. Non seulement alors il dit mot au patriarcat parce que justement, comme il connaît sa civilisation, il sait que c'est le matriarcat qui est justement la racine de la civilisation africaine, sans que l'homme en soit exclu ou que la femme soit la seule qui voilà, vous avez une espèce de socle solide où la femme a son rôle, l'homme son rôle, dans une complémentarité parfaite et où on n'est pas en concurrence. Or, dans la civilisation occidentale où la femme n'était rien, eh bien, il n'y a pas de place pour la femme, donc elle doit se battre pour avoir cette place. Mais dans ce livre-là, Jaï pose donc beaucoup les problèmes des femmes qui sont devenues des mauvaises mères, qui ne jouent pas leur rôle et qui sont productrices de rejetons, génératrices de criminels. C'est très dur et il prévient qu'on va s'opposer à lui, on va lui faire beaucoup de reproches, mais il assume. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jaï est jeune. Et nous avons donc l'impression que voilà, il faut atteindre un certain âge, une certaine maturité mais toutes les maturités, toutes les problématiques que vit notre peuple, eh bien, sont embrassées par Jaï, mais de manière, comme je vous le dis, très documentée, avec des exemples, avec des citations, etc., etc., et un effort de théorisation, mais un effort aussi de remettre en question des choses qui nous semblent évidentes. Nous refusons notre africanité, mais nous parlons de martinicanité, et Jaï nous dit, c'est quoi la martinicanité? Eh bien, je sais qu'au moment où vous lisez ces livres, beaucoup d'entre vous disent que les femmes sont toujours pointées du doigt. Non, pardon, je me suis... Je voulais vous lire ce qu'il donne comme définition de la martinicanité. Non, c'est pas... C'est dans Francotomie. Oui, voilà. Je suis autant martiniquais qu'un chien qui a été domestiqué, qui répond dans un aboiement en remuant la queue et qui court vers son maître lorsque
celui-ci qui est Mojito vient ici, la martinicanité est au moins, de mon point de vue, autant à rejeter que la francité. La population aujourd'hui n'ose pas se séparer de ces termes, de peur de se retrouver sans rien. Donc il y a aussi une réflexion sur la créolité du même coup, puisque vous voyez, donc tout l'effort de Jair porte sur une définition de l'identité, mais comme Popo, il est vraiment dans l'embrassement d'une philosophie qui se nomme panafricanisme, qu'on essaye d'édulcorer aujourd'hui et qui est la meilleure façon de se définir parce qu'elle réinvestit notre peuple de son socle. Et au lieu d'aller se bricoler des identités qui sont des déconstructions, enfin de détricotage de ce que nous savons être quand nous avons appris à le savoir, et bien voilà. Donc il y a dans son travail, je dois aller vite parce qu'on a fini l'émission, il a Union de survie. Il parle donc de l'africanité à côté du panafricanisme, la martinicanité, je vous ai dit ce que ça représente pour lui. Il parle donc dans Union de survie, on est vraiment dans un effort, donc d'abord dans une déconstruction absolue de tout ce qui est surfait, qui ne nous dit rien de nous. Et puis, il y a un effort à la fin, union de résistance, donc pour expliquer qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, un père parle de l'amour, les recommandations de l'état-major, le rôle socio-biologique de la femme. Donc, il remet un peu toutes ces pièces du puzzle qui étaient éclaté, il essaye de reconstituer quelque chose à partir d'une connaissance exacte de ce que nous sommes et qui pourrait donner du sens à notre travail de reconstruction de nous-mêmes, réappropriation. Donc il n'y a pas de souci d'hésitation. Jair sait qui il est, d'où il vient, et il a écrit donc ça c'est vraiment son expérience de Guyane qui est très intéressante. Nyabinghi, je ne sais pas si on peut voir en tout cas moi je vous conseille, c'est tellement des livres tellement denses qu'il faudrait faire une émission ou parler justement de chacun de ces ouvrages. Il faut juste qu'ils viennent plus souvent en Martinique. Donc Nyabinghi, c'est véritablement ce qu'il dit dans la 4e de couverture. Cet ouvrage est un recueil de textes sur les enjeux de la domination exercée sur les peuples africains dans la diaspora. Les réflexions radicales et panafricanistes proposées dans Nyabinghi découlent d'un examen clinique autocentré et dépourvu d'émotions parasites. Le lecteur y trouvera des éléments autour de l'identité, de la sociologie, de l'écologie, de l'anthropologie et de l'histoire des Africains sous domination française, etc. Donc, ce sont des textes qui, vous voyez, il y a un fil rouge, un fil conducteur dans les écrits de Jair, et vous allez retrouver des mêmes thèmes approfondis ou abordés dans des réalités qui sont, par exemple, là, c'est la France en Guyane. Totalement. La France en Guyane, comment elle se déploie, comment les Français sont organisés dans un territoire colonisé pour... Et où vous dites qu'ils sont plus chez eux que les Guyanais. Totalement. Ils maîtrisent toutes les fonctions, les postes clés, la géographie, c'est eux qui connaissent les randonnées, les chemins. Et ils font même des livres, par exemple, sur les Bushinengue. C'est ça. C'est même eux qui écrivent... Ils sont les anthropologues d'avant. Ils écrivent des livres de traduction français Bushitongo. C'est ça. Donc, ils occupent l'espace et ils ne laissent... Et puis, il y a Kourou, qui est une ville blanche, où justement, comme vous dites, tous les postes sont occupés, mais où il y a véritablement un sentiment de dépossession des populations qui vivent sur place. Et, une ségrégation forte. Une très forte ségrégation. Et puis, vous dites qu'on a l'impression que les groupes sont juxtaposés, qu'il n'y a pas de transversalité dans les relations, dans les contacts. Oui, d'accord, il va falloir qu'on coupe. Et donc, c'est important. Donc, puisqu'il faut qu'on s'arrête, je voulais vous dire, donc, dans
on va trouver des expressions comme celle-là, union de survie, environnement garvéiste, donc avec ce que Popo a déjà évoqué, ce que ça signifie aussi économiquement, mais spirituellement et civilisationnellement. Et il parle beaucoup de la défense des intérêts de son peuple et surtout, il met en lumière, mais de façon magistrale, un monde taillé pour désagréger le nègre. Donc, quand vous avez cette expression en tête, que vous comprenez ce que ça signifie, que vous êtes dans un monde qui vous détruit, eh bien, l'intérêt pour vous, c'est d'essayer d'abord de comprendre comment il vous détruit, parce que vous êtes tellement aveuglé que vous ne le voyez pas. Et puis, il faut signaler Akofena, qui s'adresse en principe aux enfants, mais il s'agit d'un modèle de relation basé sur des valeurs africaines fondamentales permettant de résister à l'aliénation culturelle et au mode de vie imposé par les Occidentaux. Ça se lit très facilement, c'est juste que son écriture est dense et qu'il faut, pour moi, je travaille sur d'autres choses en ce moment, donc j'ai pas eu le temps, et je vous le dis sincèrement, de tout peaufiner, mais il vient bientôt présenter donc ses ouvrages à une soirée littéraire. Mais faites l'effort de découvrir Jae Montoka, donc on a 4 ouvrages plus un DVD, Negmatnik, et c'est c'est un jeune, vous n'avez pas à vous sentir décomplexé parce qu'il est plus jeune que vous, mais il a dû être une réincarnation d'un ancêtre qui avait les yeux grands ouverts et qui nous alerte. C'est ce qui fait... Non, très sincèrement, je pense que Jae est une réincarnation. Il faut absolument lire, visiter, l'inviter et partager ses livres et ses idées. C'est important. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Merci. Quand on a des invités aussi riches, aussi denses, mais bon, on vous distille des petites choses. Après, ouvrez-vous, interrogez-vous, allez fouiller et puis essayez vraiment de partager ce que vous pouvez pour intéresser d'autres gens à nos problématiques. Elles sont tellement plus riches que ce que vous vivez dans vos télés là. Voilà. Merci. Encore une fois, bonne année grégorienne. Attendez la vôtre qui va arriver en juillet, je crois. Et puis, on continue à travailler et à se... Merci à Zouk TV qui m'a permis de déborder un petit peu, mais pas forcément. Pas forcément. Oui, je sais que quand on décale comme ça le temps, ça déstructure un peu. Donc voilà, merci encore à Zouk, merci à vous mes invités, et puis au plaisir de recevoir à nouveau. En tout cas, il faut que j'aille vienne sur un seul livre, parce qu'il faut prendre le temps d'aller chapitre par chapitre dans son travail. À bientôt. Ah, super.